Bonjour à tous et à toutes. Eh bien aujourd'hui nous allons parler de la paracha de Matot, un petit peu en rapport avec la paracha de Pinchas. Et nous allons poser deux questions. La première question, c'est en rapport avec plusieurs épisodes. Et à travers ces épisodes, on va pouvoir en fait remarquer qu'Akadosh Baruch Hu, en quelque sorte, se cache de Moshe. Akadosh Baruch Hu retire la prophétie à Moshe et il le laisse dans le trouble, il le laisse dans le flou. Alors on voit ça d'abord dans un premier épisode qui est l'épisode de Pinchas. Comme nous le dit Rashi là-bas, au moment de l'épisode de Pinchas, eh bien, Moshe Rabbeinu ne savait pas comment réagir. Ne'elma mi Moshe halacha. Et qui est-ce qui est venu le remplacer? Qui est-ce qui est venu agir à ce moment-là? C'est Pinchas. Très bizarre. Pourquoi Kadosh Baruch Hu n'a pas donné la prophétie à Moshe à ce moment-là? Deuxième épisode, c'est l'épisode des filles de Tselophrad. Les filles de Tselophrad sont venues revendiquer devant Moshe un héritage en Eretz Israël, et voilà que Moshe Rabbeinu ne savait pas quoi répondre. Comme il est écrit, Vayikrev Moshe et Mishpatan Lifnei Hashem. À l'endroit même, Rashi nous dit Ne'elma mi Moshe halacha. Moshe Rabbeinu a oublié la halacha. Mais où était Akadosh Baruch Hu à ce moment-là? Pourquoi Akadosh Baruch Hu ne donne pas la prophétie à Moshe à ce moment-là? Pourquoi il ne lui dit pas de quelle façon agir? Très bizarre. Troisième épisode, Bnei Gad ou Bnei Reuven. Bnei Gad ou Bnei Reuven, c'est l'épisode qui se trouve dans la paracha de cette semaine. Ce sont les enfants de Gad et de Reuven qui ne voulaient pas passer du côté d'Eretz Israël, mais ils ont préféré rester du côté de la Jordanie. Pourquoi? Parce que comme ils voyaient ils avaient plusieurs troupeaux et ils voyaient que cet endroit était un endroit adéquat pour leurs troupeaux, eh bien ils se sont dit, nous on reste ici du côté droit du Jourdain, donc en Jordanie. Et encore une fois, là, la réaction de Moshe Rabbeinu est une réaction très violente a priori. Il leur dit, comment? Vous ne voulez pas passer avec tout le peuple en Eretz Israël? Vous voulez que l'histoire des Meraglim, des explorateurs se répète sur elle-même? Encore une fois, vous voulez qu'Akadosh Baruch Hu se mette en colère contre vous? Ah non, attention, cette fois-ci, vous n'allez pas répéter l'épisode des Meraglim. Et voilà que, à la fin, Akadosh Baruch Hu, eh bien, accepte que les Bnei Gad et Bnei Reuven se trouvent là-bas. Mais quelque part, pourquoi Moshe Rabbeinu est-il tellement méfiant vis-à-vis des Bnei Gad et Bnei Reuven? Et plus que ça, il a besoin de faire trois conditions, trois sortes d'engagement. Il oblige les Bnei Gad et les Bnei Reuven à s'engager vis-à-vis de lui de trois façons. Par une promesse, par un neder, c'est-à-dire par un vœu, et la troisième, par une condition. C'est ce qu'on appelle Tnaï Bnei Gad ou Bnei Reuven. Trois façons différentes d'obliger les Bnei Gad ou Bnei Reuven de s'engager d'abord à aller à l'armée, à se battre contre les 7 peuples en Eretz Israël pour pouvoir après revenir de l'autre côté du Jourdain, en Jordanie, pour pouvoir s'installer. Pourquoi Moshe Rabbeinu est-il aussi méfiant? Et pourquoi Kadosh Baruch Hu n'intervient pas? Pourquoi il ne donne pas la prophétie à Moshe Rabbeinu pour qu'il puisse trancher comme Akadosh Baruch Hu a toujours fait avec Moshe? Il a toujours dialogué avec lui. Pourquoi Akadosh Baruch Hu quelque part se cache un petit peu de Moshe Rabbeinu? Ça c'est la première question. Deuxième question, pourquoi Moshe Rabbeinu réagit-il de cette façon-là? Pourtant Moshe Rabbeinu c'est l'homme qui a toujours été l'avocat du Ham Israël. Il a toujours jugé positivement le Ham Israël. Il a toujours plaidé en faveur du Ham Israël. Et pourquoi maintenant il n'est pas capable a priori de plaider pour les Bnei Gad ou Bnei Reuven? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi Moshe Rabbeinu quelque part il s'est complètement transformé?
Alors, il y a deux possibilités de réponse à cette question. On aurait pu dire que Moshe Rabbeinu, il est un petit peu... il est désespéré du Ham Israël, comme il voit qu'il a tellement essayé de plaider pour eux et qu'à la fin, à cause d'eux, il ne peut pas rentrer en Eretz Israël, eh bien il se dit, ce peuple n'est tellement pas reconnaissant, eh bien s'il n'est pas reconnaissant, eh bien je ne lui fais plus confiance, et c'est la raison pour laquelle je veux être sûr que les Bnei Gad ou les Rouven ne vont pas promettre quelque chose maintenant et après se libérer de leurs promesses. C'est la raison pour laquelle je vais les obliger de 3 façons à tenir leurs engagements, parce que je ne leur fais plus confiance. Ils sont pas reconnaissants. Et quelqu'un qui n'est pas reconnaissant, eh bien un jour il peut s'engager d'une certaine façon et le lendemain, eh bien il peut se désengager de son engagement. Et c'est la raison pour laquelle Moshe Rabbeinu est un peu plus méfiant vis-à-vis des Bnei Gad ou des Rouven. Mais j'aurais voulu amener une autre réponse qui est beaucoup plus profonde. Et cette réponse, en fait, elle vient nous dire que Moshe Rabbeinu, pour pouvoir comprendre pourquoi Moshe Rabbeinu réagit de cette façon, eh bien, il faut d'abord répondre à la première question. Pourquoi Kadosh Baruch Hu se cache-t-il de Moshe Rabbeinu? Eh bien, la réponse est simple. Car Kadosh Baruch Hu veut mettre en place un nouvel dirigeant. Un nouveau dirigeant qui va être Yehoshua. Seulement Yehoshua, ce nouveau dirigeant, eh bien, son but, ça va être quelque part de pouvoir laisser la place à une nouvelle approche, à une nouvelle philosophie. Yehoshua, qui peut-être est à un niveau spirituel moins grand que le niveau de Moshe, comme nous le disent les Chachamim. Yehoshua lui représente la lune, alors que Moshe Rabbeinu représente le soleil. Qu'est-ce qui éclaire le plus, la lune ou le soleil? C'est sûr que c'est le soleil. Donc c'est vrai, peut-être que quelque part, Yehoshua est à un niveau spirituel peut-être moins grand que celui de Moshe Rabbeinu. Parce que Moshe Rabbeinu, c'est le plus grand des prophètes. L'Okam qui est Moshe Od, il n'y aura jamais de prophète comme le prophète Moshe. Seulement, la différence, c'est que Yehoshua, lui, il a cette capacité de pouvoir mettre en avant les qualités et le côté intellectuel indépendant de chacun du Ham Israël. Parce que pour rentrer en Eretz Israël, eh bien, il faut cette indépendance intellectuelle, mais aussi cette indépendance au niveau du peuple, qui va passer par la royauté de David. Le roi David qui va être, bien sûr, il va toujours être guidé par le Kohen Gadol, par le Urim et Tumim, mais quelque part, il faut être capable d'être plus indépendant. Et cette capacité d'indépendance, eh bien, Moshe Rabbeinu, quelque part, il ne l'avait pas. Car Moshe Rabbeinu, c'était l'homme le plus humble du monde. Ish Moshe Anav Mikol Aish Asher al Pnei Adama. Mikol Adam Asher al Pnei Adama. Moshe Rabbeinu, il était tellement humble qu'il s'est annulé totalement devant Akadosh Baruch Hu. Quelqu'un qui est totalement annulé devant Akadosh Baruch Hu, eh bien parfois, il n'est pas en mesure de pouvoir réfléchir de façon indépendante. Et cette nouvelle génération avait besoin quelque part, de s'exprimer, quelque part, de mettre en avant sa réflexion, sa propre réflexion. Car Eretz Israël est une terre où le peuple a besoin d'être indépendant, a besoin d'avoir une réflexion indépendante, a besoin d'être indépendant à tous les niveaux. Pas un peuple qui va être assisté, mais au contraire, un peuple qui va chercher, qui va essayer d'aboutir à sa propre indépendance. Et ça, cette indépendance, elle a quelque chose de très bénéfique, ça a quelque chose de formidable, car quand le Ham Israël va devenir indépendant, eh bien la Torah va devenir encore plus grande. La terre d'Israël va devenir encore plus grande, car ce n'est pas quelque chose qui a été dicté d'en haut.
mais c'est quelque chose qui vient d'en bas. Itaruta diltata, c'est-à-dire que c'est l'homme lui-même qui cherche à comprendre la Torah et à faire rayonner la Torah dans le monde. C'est l'homme lui-même qui va chercher à dévoiler les capacités du peuple juif en tant que peuple qui va éclairer les autres nations. Parce que ça vient de l'homme, parce que ça vient de... C'est une initiative qui vient directement de l'homme. Cette initiative, elle a quelque chose de bénéfique et de positif. Seulement Moshe Rabbeinu, lui, quelque part, eh bien, il était tellement Eved Hashem, il était tellement annulé devant Akadosh Baruch Hu, car il a vu des choses qu'aucun homme au monde ne pourra voir. Et c'est la raison pour laquelle il n'est pas capable, quelque part, c'est tout à son honneur, il n'est pas capable quelque part de remettre en question certaines hypothèses, de remettre en question certaines choses pour trouver quelque chose de nouveau. C'est un petit peu comme l'histoire qu'on nous raconte dans la Masechet Menachot, à la page 29b, quand Moshe Rabbeinu a voulu voir ce qui allait arriver dans les temps à venir, et Akadosh Baruch Hu l'a emmené, l'a fait rentrer dans le shiur de Rabbi Akiva, et voilà que Moshe Rabbeinu écoute, s'est mis au dernier rang du shiur, et il écoute Rabbi Akiva, et il ne comprend rien de ce que Rabbi Akiva dit. Rabbi Akiva était en train de trouver des chidushim sur les tagim qui se trouvaient sur les lettres de la Torah. Tilé Tilim, il trouvait beaucoup de nouveautés sur quelques lettres. Et voilà que Moshe Rabbeinu dit, mais je ne comprends rien. Mais d'où il a tiré tout ça? C'est pas la Torah que j'ai reçue. Jusqu'au moment où Rabbi Akiva dit, répond à un élève qui lui dit, oui mais ça, d'où on l'apprend? Et Rabbi Akiva dit, ça c'est Halakha le Moshe Missinai. C'est-à-dire que, à travers cette histoire, on peut comprendre qu'il y a besoin, d'un côté, d'accepter les règles de la Torah. Il faut toujours que tout ce qu'on va dire, Ma she'atit talmid chadash le chadesh, kvar ne'emar le Moshe Bessinai. Même ce qu'un talmid il va dire de lui-même, ça a déjà été dit à Moshe Rabbeinu au mont Sinaï. Ça a été dit de façon générale, peut-être pas dans les détails. Et c'est grâce à cet élève qu'on va pouvoir dévoiler quelque chose de nouveau à travers la Torah. Mais il faut toujours que ce soit dans l'esprit de la Torah. Si ce n'est pas dans l'esprit de la Torah, eh bien, ça ressemble à Korach. C'est pas ni Pinchas, ni les filles de Tzelofrad, ni Bnei Gad ou Bnei Reuven. Non, au contraire, ça ressemble plus à l'acte de Korach. Et là, c'est très dangereux. Et le message, en fait, que Moshe Rabbeinu nous transmet à travers ces parachiotes, c'est que Akadosh Baruch Hu a voulu, d'abord il s'est caché un petit peu de Moshe, comme on l'a dit, pour pouvoir faire apparaître cette nouvelle lumière, cette lumière d'indépendance, tant sur le plan de la Torah, être capable de réfléchir de soi-même, bien sûr d'après les règles de la Torah, que sur le plan national, être capable quelque part de se gérer soi-même de façon indépendante. Bien sûr, encore une fois, à condition que tout aille d'après les règles de la Torah. Et c'est la raison pour laquelle Akadosh Baruch Hu s'est un petit peu caché de Moshe Rabbeinu. Il lui a caché ses halachot. Ne'elma halacha mi Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, à ce moment-là, n'a pas pu agir car il n'avait pas la prophétie. Pourquoi il n'avait pas la prophétie? Car Akadosh Baruch Hu était en train de mettre en place un nouveau système de dirigeants. Un nouveau dirigeant qui va être capable d'être à l'écoute de la réflexion des hommes, de la réflexion humaine. Encore une fois, à condition que cette réflexion humaine soit dans le même état d'esprit que l'esprit de la Torah. Et quelque part, le message aujourd'hui est pour nous, en tant que parents d'enfants, en tant que maris qui sommes mariés, Baruch Hashem, avec nos femmes. Moshe Rabbeinu nous transmet un message. Dans l'éducation des enfants, eh bien, il faut à la fois être capable d'allier d'un côté l'annulation de soi. C'est vrai que l'enfant, quelque part, doit s'annuler
devant la volonté des parents, mais quelque part, il faut être capable aussi de mettre en avant, de laisser la place à la réflexion de l'enfant. Être capable, ne pas avoir peur, mais être capable de laisser la place à cette indépendance. C'est vrai que cette indépendance, parfois, elle peut faire peur. Parfois, elle peut être au début un petit peu nous paraître aller à l'encontre de la Torah. Mais non. Au bout du compte, cette indépendance, si elle tient toujours dans les normes de la Torah, eh bien, cette indépendance, même si parfois elle peut passer au début par des chemins un petit peu tumultueux, parfois il peut y avoir un non-respect des parents pour une bonne cause. Un enfant qui veut par exemple monter en Israël, qui va dire à ses parents non, eh bien moi je tiens à être indépendant, je suis sûr de moi. Quelque part c'est une assurance un peu exagérée. Cette assurance, pourquoi l'enfant est aussi sûr de lui? C'est dur parfois pour un parent d'accepter ça. Non, il ne faut pas avoir peur. Ce témoignage d'assurance en soi, eh bien quelque part c'est la volonté de Dieu. Et donc il faut que l'enfant puisse avoir d'un côté cette capacité, il faut qu'il détienne en lui d'un côté cette capacité de pouvoir s'annuler devant la volonté des parents, mais d'un autre côté laisser la place à l'enfant afin qu'il puisse se développer de façon indépendante, même si parfois cette indépendance doit passer par des petites épreuves qui pourraient paraître aller à l'encontre de la Torah. Et c'est la même chose au niveau de la vie de couple. Parfois, c'est vrai qu'il y a des choses qui doivent être claires. C'est vrai qu'il faut parfois s'annuler. Une femme, par exemple, eh bien, elle doit accepter l'avis de son mari. Parce que c'est vrai, comme le dit la Torah, et comme le dit Akadosh Baruch Hu à la femme, tu devras quelque part, d'une certaine manière, quelque part un petit peu te soumettre à ton mari, te soumettre à la volonté de ton mari. Oui, parce que le mari, il représente la personne qui va donner la direction à la maison. C'est lui qui va diriger un petit peu la maison. C'est vrai, il faut que la femme, parfois, sur certaines choses, accepte de renoncer, qu'elle accepte de faire certaines concessions. Par contre, seulement, souvent, il faut aussi être à l'écoute de la femme. Car la femme aussi, il faut lui laisser la place afin qu'elle puisse s'épanouir et qu'elle puisse, elle aussi, faire preuve d'indépendance. Car la femme aussi, aujourd'hui, a cette capacité de pouvoir nous enrichir au niveau de sa façon de voir la réalité. Et donc, encore une fois, un homme ne doit pas avoir peur. D'un côté, c'est vrai, il faut que la femme puisse mêler à la fois cette capacité de pouvoir faire des concessions, mais d'un autre côté, l'homme, lui aussi, doit être capable d'accepter, d'être à l'écoute de la réflexion de sa femme. Et encore une fois, c'est toute la différence entre la génération de la sortie d'Égypte qui s'annulait complètement à la volonté de Moshe face à la génération qui va entrer en Israël, qui elle est une génération qui s'annule un peu moins, qui est un peu plus intellectuelle, un peu plus indépendante, un peu plus sûre d'elle, mais on a besoin à chaque fois de nier ces deux côtés. D'un côté, être capable d'accepter, mais d'un autre côté, être capable aussi de s'exprimer, être capable de propager son assurance, être capable de témoigner de sa réflexion indépendante. Et bien, Bezrat Hashem, en mêlant ces deux côtés, et bien, Bezrat Hashem, nous pourrons, nous aussi, venir en Eretz Israël, s'installer en Eretz Israël et s'adapter à la Torah et
au côté nationaliste d'Eretz Israël qui vient mener ces deux côtés, le bitoul d'un côté ainsi que l'assurance de l'autre côté, comme nous venons de le dire, et bien Zat Hashem, grâce à ce mélange d'annulation de soi d'un côté et d'un autre côté cette capacité de pouvoir s'exprimer et de pouvoir se forger, eh bien grâce à ce mélange, nous, Bezat Hashem, nous mériterons la venue du Mashiach ainsi que la reconstruction du troisième Beth Amikdash, du Rav Yamen Omen Keli Ratzah.